Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel entretien de DCTV. Aujourd'hui, actualité oblige, on va parler de la récente contre-attaque iranienne menée contre Israël durant la nuit du 13 au 14 avril. 300 missiles, dont plusieurs drones, ont été lancés à partir du territoire iranien, mais également libanais et yéménite, en ciblant prioritairement des bases militaires et des cibles militaires légitimes du point de vue du droit international. Immédiatement présentée comme une attaque et pas comme une contre-attaque iranienne par les journalistes et par les médias mainstream, il est temps aujourd'hui de mettre de l'ordre dans cette actualité-là avant d'aborder le deuxième volet de notre entretien, celui de l'irrationalité de l'élite israélienne et puis plus globalement de l'élite occidentale et des implications géopolitiques de cette irrationalité. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir pour notre entretien mensuel mon ami Youssef Indy. Youssef Indy, bonjour. Bonjour Rachid, et bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Et merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Alors, le premier constat concernant la contre-attaque iranienne, c'est qu'elle se revendique du droit international et de la légitimité du point de vue du droit international. Peux-tu nous en parler davantage ? Oui, alors ils ont invoqué... Et rappeler les faits. En quoi c'est une oui. contre-attaque ? Alors les faits, d'abord, cette contre-attaque iranienne est une réponse à une frappe menée par les Israéliens sur le consulat iranien en Syrie. Donc une double violation de territoire, violation pour la énième fois du territoire syrien et violation du territoire iranien puisque le consulat, comme l'ambassade, est considéré comme un territoire. Donc c'était un territoire iranien. Il faut rappeler, d'ailleurs comme l'a rappelé le général Dominique de Lavarde récemment, que Israël est coutumier du fait. Outre le fait qu'Israël est une création dès l'origine qui ne colle pas au droit international, ni la déclaration Balfour, ni le découpage de 1947, ni son expansion territoriale, parce que je rappelle quand même qu'Israël est le seul État au monde qui n'a pas de frontières fixes. Donc c'est un État colonial en essence, par essence, et un État illégitime du point de vue du droit international. Si un juriste peut me démontrer où est la légitimité d'Israël du point de vue du droit international, je suis preneur. Voilà. Pour l'instant, c'est la légitimité du fait accompli. Voilà. Donc, pourquoi je rappelle tout cela pour expliquer que Israël, l'entité sioniste, navigue hors du droit international en permanence. C'est son essence. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir Israël frapper le Liban. Je rappelle qu'ils ont frappé le Liban il y a quelques mois, donc violation du territoire libanais. Et depuis 2012, c'est-à-dire depuis quasiment le début de la guerre menée par les puissances israélo-occidentales contre la Syrie via leur proxy terroriste en Syrie, Israël frappe régulièrement le territoire syrien en violation du droit international. Donc, cette réponse iranienne menée contre Israël est d'une certaine façon la moindre des politesses. C'est la moindre des choses, c'est le minimum. D'autant plus qu'ils ont tué, les Israéliens, 11 dignitaires iraniens, des membres du corps des gardiens de la Révolution. Voilà, donc c'est une violation de territoire, double violation de territoire et assassinat, ce qui est extrêmement grave. Et les Iraniens ont répondu de façon, de façon très mesurée. C'est-à-dire qu'ils ont visé, ils l'ont dit, des sites militaires, notamment une base militaire dans le Negev, de là où sont parties les frappes, la frappe contre le consulat, et un certain nombre de frappes d'ailleurs contre Gaza. Donc cet État qu'on peut appeler cette entité génocidaire et tueuse d'enfants a reçu une réponse qui est, ma foi, je veux dire très pas du tout excessive, voilà, de vraiment dans la retenue. Les Iraniens ont invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies, donc qui prévoit en fait la légitimité d'un retour de frappe en cas d'une attaque sur son territoire. Voilà, donc il faut rappeler que là, pour l'instant, on n'a pas pris parti ni quoi que ce soit, ce sont les faits. Voilà. Le territoire iranien a été frappé, en retour, les Iraniens ont frappé. Alors, ce qui
ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que beaucoup d'Israéliens, de pro-israéliens disent c'était une frappe ridicule, on a même pas mal, regardez, il n'y a pas eu de mort, etc. On dirait qu'ils se plaignent de la faiblesse, entre guillemets, de la frappe iranienne. Donc, ben, je sais pas, dans ce cas-là, vous avez qu'à demander aux Faut Iraniens choisir. qui frappent plus fort. Voilà, ils sont jamais contents. Alors, juste pour entrer un peu plus dans le détail, alors je rappelle qu'on parle de violation du droit international concernant les attaques sur le territoire syrien, très fréquentes depuis des années, mais également sur le territoire libanais, parce qu'à aucun moment Israël n'a été mandaté par l'ONU pour mener ces attaques-là. Parce que dans le droit international, il est prévu que l'ONU puisse mandater un pays pour mener des attaques légitimes pour rétablir la paix. Or, ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, même si le consulat ne profite pas de la même dimension de sanctuaire que l'ambassade, ça demeure quand même une représentation diplomatique et qui ne peut en aucun cas être considéré comme une cible militaire légitime. C'est à la base du droit de la guerre depuis l'Antiquité où les diplomates ne peuvent pas être tués ou maltraités. Et puis, deuxièmement, moi, ce qui m'a frappé dans cette attaque iranienne, c'est que ça me rappelle au détail près les opérations de bombardement menées par la Russie en Ukraine, à savoir que les Russes sont confrontés en Ukraine globalement au même type d'armement de défense antiaérienne que l'Iran en Israël, c'est-à-dire des missiles patriotes, des missiles occidentaux de fabrication allemande américaine. Et que très rapidement, le recours uniquement à des missiles de croisière de type calibre est devenu inopérant, puisque le taux de réussite des batteries patriotes est de nature à rendre inoffensif ce type d'attaque, ce qui a amené la Russie à tâtonner jusqu'à trouver la bonne stratégie ou la bonne recette. C'est-à-dire à savoir de combiner en une attaque des missiles de croisière qui volent à basse altitude et qui peuvent difficilement être interceptés par la DCA et qui réclament des avions de chasse pour être interceptés, combinés à des drones qui volent à une vitesse relativement faible, mais qui n'ont pas pour fonction d'atteindre leur cible, mais uniquement de détourner une partie du potentiel de la DCA ennemie et de saturer les capacités de la défense antiaérienne ennemie, combinés en plus à des missiles balistiques dont la trajectoire est de tomber verticalement sur leur cible et qui deviennent la cible prioritaire des patriotes qui entre-temps sont occupés à poursuivre les autres cibles secondaires qui sont principalement des leurs. Alors, quand les Russes mènent ces opérations avec 300 missiles combinés à des drones, ils savent très bien que la majorité des missiles envoyés ne vont pas atteindre leur cible, puisque ce qui est recherché, c'est que 4 ou 5% de ce qui est envoyé finissent par atteindre la vraie cible voulue par les Russes. Donc, l'Iran a littéralement reproduit la même stratégie. Donc, ils ont énormément appris de l'expérience russe en Ukraine, qu'ils doivent suivre de très près, sans parler éventuellement d'un échange de compétences entre l'armée russe et l'armée iranienne, de partage de compétences acquises durant ces conflits-là. Et on voit bien que quand aujourd'hui l'armée israélienne dit qu'on a intercepté 98% des missiles et des drones lancés, et qu'elle présente cela comme une victoire, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est ce qui compte, c'est pas les 98%, c'est les 2% qui ont atteint la cible et qui était voulu par l'Iran initialement. Et que la seule cible qui a été réellement atteinte, c'était la base aérienne dans le désert du Negev, et qui était la cible de départ de l'Iran. Mais pour pouvoir atteindre cette base, il a fallu envoyer plus d'une centaine de drones, des missiles de croisière, afin de pouvoir atteindre cette base-là. Donc en fait, il faut arrêter avec ces calculs de score à la sportive, je veux dire nombre de buts marqués de part et d'autre, mais de voir le but final recherché, est-ce qu'il est atteint ou pas? Il a été atteint, et la réciprocité réclamée, revendiquée par l'Iran, est dans le fait d'avoir attaqué la base, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, à partir de laquelle les avions F-35 avaient décollé pour mener les différentes frappes sur le territoire libanais, mais également sur le territoire syrien et iranien. L'autre élément, c'est qu'on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Parce que si... Alors on nous dit, il n'y a pas de dégâts, en gros 99% des drones et des missiles ont été interceptés. Déjà ça, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement combien de drones et de missiles ont été interceptés, première chose. Deuxièmement, s'il n'y a aucun dégât, bien pourquoi les médias israéliens ne nous montrent pas ces dégâts insignifiants,
Je veux dire, il suffit voilà, d'envoyer une télévision. Or, il y a une censure militaire en Israël qui interdit de faire état des dégâts. Comme il a été interdit dès le début du massacre à Gaza de faire état du nombre de soldats israéliens blessés ou morts. Voilà. Mhm. Donc on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Voilà Tout à fait. pour l'aspect technique. Non, ça c'est évident, effectivement, ça fait partie de la propagande de guerre que de minimiser l'impact produit par l'ennemi. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que des missiles balistiques ont bel et bien atteint la base aérienne du Negev, ça on l'a vu. Et On a des vu les vidéos images. Ouais. filmées, voilà, par des Israéliens eux-mêmes, et c'est le but final recherché par l'armée iranienne. Et de ce point de vue, ça a été atteint. Alors, l'Iran se revendique du droit international. Elle a annoncé que l'opération a pris fin et qu'elle ne veut pas de l'escalade. Alors, quelles sont les implications géopolitiques du point de vue de l'imaginaire israélien et plus globalement au Proche-Orient, sachant que c'est la première fois depuis plus d'une trentaine d'années Mm. qu'un État Mm. attaque frontalement Israël? C'est-à-dire, est-ce que le sentiment d'impunité dont profitait Israël jusqu'à présent sur le territoire libanais, syrien et autres risque-t-il de prendre fin, Ah, sachant que l'Iran a menacé d'une attaque encore plus importante? non, mais là, on vient véritablement de vivre un tournant. Je dirais un tournant historico-géopolitique. Parce qu'effectivement, le dernier État, si mes souvenirs sont bons, à avoir frappé le territoire israélien, c'est l'État de Saddam Hussein durant la guerre du Golfe, où je crois, si ma mémoire est bonne, il avait envoyé 36 missiles Scud qui ont frappé le territoire israélien. Depuis, ça ne s'est plus jamais passé. Bon, à part, bien sûr, les groupes armés palestiniens et El Hezbollah, voilà, qui échangent des amabilités avec Israël. Quelques missiles et roquettes. Ces frappes iraniennes sur Israël ont, d'une certaine façon, fait tomber le masque, dénudé le roi, tout comme, en fait, c'est la suite logique et directe de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire du fait que maintenant des puissances, grandes puissances pour la Russie, puissances moyennes pour l'Iran, n'ont plus peur de frapper des cibles, en tout cas militaires, occidentales, israélo-occidentales. Et ce sont les Russes qui ont ouvert le bal avec l'intervention en Ukraine, parce que dès le début de l'intervention en Ukraine, de toute façon, il y avait des forces de l'OTAN qui étaient sur place. Les forces de l'OTAN, ils sont depuis au moins 2014. Donc les Russes ont d'une certaine façon brisé un tabou, plutôt brisé un interdit. Et là, ce qu'ont fait les Iraniens, c'est dans cette suite logique. Ils ont brisé l'interdit de frapper le territoire israélien. Et ça veut dire, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, avant de frapper, ils ont fait preuve d'une grande prudence. Ils ont contacté les Américains, ils ont prévenu qu'ils allaient frapper. Alors il y a beaucoup de géopolitiques du dimanche qui disent ah mais regardez les Iraniens, ils n'ont pas frappé par surprise comme les Israéliens, ils ont prévenu tout le monde. Mais les Iraniens, pour donner une légitimité à leur frappe, devaient faire tout un tapage justement autour pour insister sur le fait que leur territoire a été violé par les Israéliens. Et ils répétaient que cette violation, ce crime ne doit pas rester impuni et nous devons répondre. C'était pour insister sur la légitimité, premièrement. Deuxièmement, pour connaître la limite. C'est-à-dire que les Iraniens, tout comme le Hezbollah, je le dis depuis le début de la guerre d'ailleurs, leur objectif est surtout d'éviter un embrasement. Alors que l'objectif des Israéliens, c'est de provoquer un embrasement et d'attirer les Américains dans la guerre. Ce qu'ont fait les Iraniens par les contacts multiples pris avec les Américains, c'est de dire voilà, il y a eu une violation, nous devons répondre, c'est une obligation pour nous, c'est conforme au droit international, nous allons le faire. Vous comme nous, je connais pas les dialogues, hein, mais j'imagine, vous comme nous ne voulons pas d'un embrasement. Les Américains ne veulent pas d'un embrasement parce ils ont retiré beaucoup de forces du Proche-Orient depuis 2021 et aussi d'Afghanistan. Et il y a une élection présidentielle à la fin de l'année. Donc il est hors de question pour eux d'entrer dans une guerre directe contre l'Iran en pleine campagne. Donc là, au moins, les Iraniens et les Américains peuvent être d'accord, on ne veut pas d'un embrasement. Donc, à mon avis, les Iraniens ont eu un accord tacite, ou plutôt une garantie des Américains, à savoir que voilà,
nos frappes vont être proportionnées, pas excessives, de façon à ce que vous ne soyez pas contraints de répondre avec Israël contre nous. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. Je l'avais dit avant la frappe iranienne. Après la frappe iranienne, ça s'est confirmé. C'est-à-dire que j'ai lu que Biden, quand on dit Biden, ça, c'est la Maison Blanche, hein, parce que Biden a dit à Netanyahou qu'il lui a déconseillé de répondre, et les Américains ont aussi dit qu'ils ne participeraient pas à une frappe contre l'Iran. Et donc, apparemment, d'après les informations qui ont circulé, les Israéliens ne vont pas mener la frappe qu'ils avaient annoncée contre l'Iran. Je dis bien, je parle au conditionnel. Parce qu'ils avaient annoncé, ils ont dit, dans les 24 heures, nous allons mener une frappe massive, etc., etc. Après cette déclaration, il y a eu un contact avec la Maison-Blanche, les États-Unis, les Américains leur ont dit non. Non. D'autant plus que si une grande partie des drones et des missiles iraniens ont été interceptés, c'est grâce aux Américains, aux Britanniques et aux Français. C'est-à-dire que l'autre dévoilement de ce week-end, c'est que Israël nous a prouvé qu'il était incapable par lui-même de se défendre. Et se défendre contre une frappe par rapport à la puissance réelle de l'Iran, c'est minime. Hein. Je veux dire, là, ils sont à la première vitesse, les Iraniens. Ils n'y sont pas du tout allés à fond. Donc, même cette frappe qui est minime, donc des drones et quelques missiles quand même des centaines de missiles de croisière, les Israéliens ont été incapables de les stopper eux-mêmes. Donc, en fait, c'est une entité qui existe qui est sous perfusion. Je rappelle, je crois que c'est Xavier Moreau qui a rappelé les chiffres. L'interception des frappes iraniennes a coûté $1 milliard. Alors que par exemple, les drones iraniens coûtent $20 000 pièce. Donc ça coûte extrêmement cher et ils ont besoin d'une force extérieure. Donc du point de vue en fait israélien, c'est un fiasco ce qui s'est passé. Du point de vue iranien, c'est une réussite, mais du point de vue de l'axe de la résistance dans la région et des puissances on va dire les puissances des BRICS ou les puissances, disons, alternatives au monde, aux puissances occidentales, c'est une réussite. C'est-à-dire que je pense que les Iraniens ont eu l'aval des Chinois et des Russes qui avaient condamné la frappe israélienne, et c'est un point supplémentaire. Donc il ne faut pas seulement voir ça comme une guerre entre l'axe de la résistance et Israël, et l'Iran et Israël et le sionisme, mais voir ça plutôt comme dans le cadre de cette nouvelle grande configuration géopolitique mondiale. L'axe israélo-occidental n'est plus intouchable, le tabou a sauté, l'interdit a sauté. Et donc, si l'Iran l'a fait aujourd'hui, rien n'empêche d'autres pays à l'avenir ou d'autres forces militaires ou paramilitaires de faire la même chose. Donc c'est un bouleversement qui s'est passé, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est quelque chose de très important. Donc en fait, 2 grands tabous ont été brisés. Le premier en 2022 à l'échelle mondiale avec l'intervention russe en Ukraine, c'est-à-dire que l'Occident collectif, l'OTAN y compris, ne sont pas inattaquables et qu'on peut oser leur tenir tête sans pour autant être foudroyé et s'effondrer immédiatement. Et même de gagner, comme aujourd'hui la Russie en Ukraine, malgré toute l'aide occidentale apportée. Et puis le deuxième tabou, c'était la contre-attaque iranienne qui a permis de démontrer au niveau du Proche et du Moyen-Orient qu'un État souverain est capable d'attaquer Israël sans être foudroyé immédiatement. Et donc de tenir tête à Israël, ce qui ouvre la perspective à éventuellement d'autres rapports de force dans la région. Et peut-être est-ce de nature à retenir Israël de mener ce type d'opération sur le territoire syrien ou libanais, sachant que désormais, il y aura des conséquences. Il n'y aura plus d'impunité qu'il y avait avant. Oui, il y a eu un précédent, voilà. Oui, tout à fait. Là, ça a été un précédent. Tout à fait. Et puis l'autre élément important qui me semble ne pas être souvent mentionné, c'est que tout l'arsenal utilisé par l'Iran contre Israël est de fabrication iranienne. Moi, je défie les gens de me citer un seul État en dehors du monde occidental qui est encore pas tout le monde occidental, capable de produire intégralement
des drones suicides, des missiles de croisière et des missiles balistiques. Ce n'est pas rien de maîtriser toute cette chaîne technologique et industrielle et d'être autonome et pleinement souverain dans la capacité de production de ces types d'armements et de perfectionnement de ces types d'armements. Car un missile balistique, ce n'est pas rien. C'est énormément de recherche et de développement, de transfert des technologies, de tests, c'est toute une industrie. Donc ce n'est pas rien. Et puis par rapport aux géopoliticiens du dimanche que tu évoquais tout à l'heure, le fait de prévenir, il faut comprendre que quand des pays comme la Russie ou les États-Unis mènent des tests de missiles balistiques, juste des tests sur leur propre territoire, ils s'informent mutuellement. Parce que dès lors qu'il y a décollage de missiles balistiques, il faut informer notre partenaire stratégique pour éviter toutes mésinterprétations. Car un missile balistique le décollage d'un missile balistique est immédiatement détecté de par sa signature thermique par les satellites américains, et que ne pas prévenir les Américains d'un usage contre Israël de missiles balistiques pourrait être interprété par Washington comme ciblant des bases militaires américaines au Qatar ou ailleurs dans la région. Et donc, ça fait partie de l'ordre des choses que de s'informer dès lors qu'on a recours à des missiles balistiques, soit transcontinentaux, soit dans le périmètre d'action et supérieur à 1500 km. Peut-être, avant de passer à l'autre volet, préciser une chose, parce que tu as parlé des capacités de l'Iran, et il est quand même bon de rappeler certaines choses, c'est que quand les critiques, les pro-israéliens plutôt, parlent de cette frappe-là et parlent de l'Iran en général, ils disent le régime des mollahs, etc., etc. Donc en fait, ils en parlent comme un pays arriéré. Bon, il y a une dimension raciste là-dedans, puisqu'en fait, pour eux, il y a une sorte de monde arabo-musulman, en gros un Bougnulistan, hein, qui irait du Maroc à l'Indonésie, tout le monde, alors que l'Iran, avant d'être un régime islamique avec des ayatollahs, des mollahs, etc., c'est d'abord un pays où, là c'est les travaux de Todd qui l'avaient mis en évidence, c'est un pays qui, lorsqu'il y a eu la révolution de 1979, était un pays avec un taux d'alphabétisation et de degré d'éducation très très élevé, que ce soit chez les hommes, chez les garçons ou chez les filles. Ce qui a d'ailleurs été une des conditions, un des préalables à la révolution islamique. C'est d'abord une révolution, d'être une révolution islamique. Et c'est justement en fait ce niveau d'éducation et qui a entraîné une transition démographique qui a conduit le pays vers une révolution. Donc on véhicule cette idée-là d'un pays qui serait arriéré. Or, sur le plan de l'éducation et du développement, c'est un pays qui est par exemple plus avancé que la Turquie, qui dans le monde musulman est un pays qui est quand même déjà très avancé, donc avec une industrie, un niveau d'éducation très élevé, etc. L'Iran est devant la Turquie de ce point de vue-là. Mais simplement, sur le plan économique, l'Iran est plus faible que la Turquie en raison des sanctions économiques qui sévissent depuis des décennies. Donc il faut, je veux dire, si vous considérez que l'Iran est votre ennemi, soit, mais considérez-le, enfin prenez-le pour ce qu'il est. Et en fait, ils font la même erreur qu'avec la Russie. Tu sais, quand on dit la Russie a le PIB de l'Espagne, c'est un pays arriéré, c'est un pays avec une station essence, forme de pétromonarchie, voilà une station essence. Donc voilà, en fait, ça serait une Arabie Saoudite eurasiatique, en fait, la Russie. Ce qui a conduit en fait à sous-estimer la Russie et au désastre en Ukraine. Donc voilà, donc il faut. Tout à fait. Et au niveau tout à fait. Au niveau éducatif, je rappelle même qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a plus de femmes dans les universités iraniennes que d'hommes. Oui. Donc la proportion s'est même inversée au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis avec une fécondité occidentale, un taux de mortalité infantile inférieur à celui des États-Unis. Donc c'est un pays qui démographiquement et même anthropologiquement est davantage proche des pays occidentaux que des pays orientaux. Et que, tu as raison de l'évoquer, la révolution iranienne a été d'habillage islamique, parce que c'est déterminé par le fond anthropologique et historique et culturel, mais elle fut par essence démocratique. Et d'ailleurs, Todd également mentionnait le fait que les Français ont du mal à comprendre qu'une révolution démocratique puisse être de type religieuse. Par contre, les protestants le comprennent très bien. Et les Américains savent de quoi ils parlent. Parce que la Révolution française... Parce que la Révolution française était anti-catholique, anti-religieuse, et donc dans l'esprit d'un Français, le progrès
est forcément anti-religieux, alors Tout que à dans le fait. monde protestant, pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, dans le monde iranien, la révolution islamique, la révolution de 1979, avait quand même une base égalitaire très importante, Mhm. puisque c'était un pays où, avec des inégalités très fortes, et d'ailleurs, la révolution, en fait, c'est pas 79, en fait, c'est de 1963 à 1979. Donc c'était un pays où les inégalités s'exacerbaient et qui a conduit notamment à cela. Donc il y a effectivement, dans la mentalité française, on a beaucoup de mal à comprendre cela. Voilà, donc il faut essayer de se Mhm. décentrer un petit peu culturellement, les amis, pour essayer de comprendre un petit peu l'évolution du Tout à monde. fait. Après, le but n'est pas de dire que l'Iran est un bouquet de fleurs vivants. C'est un pays qui a sa géopolitique, qui a ses intérêts, qui a son cynisme, comme tous les États dans le monde, qui est capable également d'atrocités comme n'importe quel État dans le monde. Mais c'est un pays, et tu as raison de l'évoquer, qu'il faut prendre en tant que tel qu'il est. Mm. C'est-à-dire de respecter même son adversaire, si on le considère comme un adversaire ou comme un allié, peu Il faut le importe. Il prendre au faut sérieux. tout à fait, évaluer objectivement. Et pareil pour Israël, moi j'invite les gens à ne pas dénigrer les capacités israéliennes et ne pas les surexagérer non plus, Mm. mais de faire un diagnostic adéquat du potentiel d'un État afin de pouvoir mener une géopolitique adéquate, ou en tout cas afin de pouvoir interpréter le plus correctement possible. Alors maintenant, l'autre volet. Alors beaucoup disent que ce qu'a fait l'Iran, même si cela est légitime ou pourrait être légitime du point de vue du droit international, eh ben, c'est un cadeau qu'elle offre malgré elle à Netanyahou. C'est le meilleur Mm. cadeau qu'il puisse faire à Netanyahou, celui d'une escalade et d'une agression qui serait de nature à permettre à Netanyahou de fédérer le monde occidental autour de lui, de faire oublier les massacres à Gaza et de se présenter comme victime du régime des Mollahs, etc. Alors ça, c'était l'objectif. Ça, c'est effectivement l'objectif des Israéliens depuis le début. Je l'ai dit, hein, depuis le début de l'intervention du massacre à Gaza, durant différents entretiens que j'ai pu faire, notamment avec le courrier des stratèges, je l'ai dit, savoir que l'objectif des Israéliens qui s'embourbent à Gaza, qui sont isolés militairement et même diplomatiquement, se sont mis tout le monde à dos, ils avaient besoin, euh, par ces provocations, d'entraîner une escalade et d'attirer les États-Unis dans une guerre régionale. C'était l'objectif. Et évidemment, les Iraniens en étaient conscients. C'est pour cela qu'ils ont répondu à cette provocation en Syrie sur leur consulat, en prévenant les Américains et en mettant en avant le droit international et ainsi de suite. Donc il s'agissait pour les Iraniens de répondre à cette provocation, de répondre à cette attaque, sans provoquer un embrasement régional. Donc ça impliquait de prévenir les Américains et de se coordonner. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc ça, pour l'instant, c'est un échec. Mais ça ne veut pas dire que les Israéliens vont en rester là. Ils vont certainement poursuivre leur provocation. Le deuxième élément, la deuxième dimension, tu disais faire oublier le massacre à Gaza, etc., et polariser, attirer les puissances occidentales contre l'Iran. Pour l'instant, ça aussi, c'est un échec, parce que l'image d'Israël a été tellement dégradée ces 6 derniers mois par le massacre de femmes, d'enfants, de vieillards, comment dire, du blocus sur la nourriture, de la famine qui sont en train de mettre en place, l'empêchement le fait d'empêcher je crois il y a 1000 camions de vivres qui essayent d'entrer à Gaza, qui sont bloqués par les Israéliens. Les Israéliens se sont tellement fait détester à travers le monde que cette réponse iranienne contre Israël tente à rendre pas à rendre plus sympathique qu'Israël, mais à rendre plus sympathique l'Iran, en fait, aux yeux du monde. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils Au se moins, ils disent? ont fait un truc. Voilà. Oui, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent à travers le monde? Ils se disent, bah là, il y a un État souverain, une puissance régionale, qui a frappé Israël et donc qui a puni l'État génocidaire tueur d'enfants. C'est ça que les gens se disent. Je pense, à part quelques fanatiques pro-israéliens ou des débiles occidentalistes. Mais au fond, c'est ça. Qui va avoir pitié d'Israël? D'autant Ou plus. d'ailleurs des gens lobotomisés par un certain wahhabisme.
pour Oui, qui tout oui. cela est une mascarade, que l'Iran et Israël c'est deux faces d'une même médaille, qu'en fait c'est des alliés objectifs contre le monde sunnite. Enfin, toujours ces théories du complot contre le monde sunnite qui existent, mais pas telles que fantasmées par eux. C'est-à-dire où les chiites sont pires que voilà, les sionistes, etc. Enfin, tu connais Oui, tout le oui, discours. oui, je connais tout ça par cœur, mais en fait, quand on les écoute, il y a pas de géopolitique en fait. Il n'y a pas de Hum, géopolitique, il n'y a pas d'état, il y a pas il y a pas d'intérêt étatique, il n'y a pas de confrontation. Donc en fait, tout va bien. hum, Tout va bien. La Russie fait semblant de faire la guerre à l'OTAN en Ukraine. Le Hezbollah fait semblant d'attaquer Israël, le Hamas aussi. Donc en fait, tout ça est un vaste théâtre et on n'a rien à craindre, hein. Et Voilà. puis peut-être que les Palestiniens font semblant de mourir également. Oui, voilà, voilà. Tout ça ne serait que mascarade. Non, il faut être sérieux 2 minutes. Donc je pense que et surtout oui, ce qu'il faut dire, c'est que les Iraniens n'ont pas frappé de cibles civiles. Oui, ça ils l'ont Ils, dit dès le début. ils n'ont pas frappé les villes israéliennes. Ils n'ont pas fait. Alors d'un côté, les Israéliens nous disent même pas mal, c'était juste une égratignure. Mais de l'autre côté, si les Iraniens avaient s'ils avaient fait des dégâts dans les villes et tué des civils, ils auraient dit, regardez, c'est horrible, etc. Bon, les Iraniens Hum, ne sont pas tombés dans ce piège. hum. Ils sont pas tombés dans ce piège. Donc il est très difficile pour les Israéliens de se faire passer pour des victimes, d'autant plus que les Iraniens ont frappé des cibles militaires. Voilà. Donc la provocation israélienne en Syrie est un échec. Est un échec parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça y est, il y a un État qui a frappé Israël, qui l'a puni. C'est un précédent. Et en plus de ça, si les Israéliens ne répondent pas comme ils l'ont dit, s'ils ont dit frappe massive contre l'Iran ou je ne sais quoi, s'ils ne le font pas, bah là, cette fois, c'est eux qui perdent la face. C'est-à-dire que si les Iraniens n'avaient pas répondu, ils auraient perdu la face. Mais maintenant, les Israéliens qui disent qu'on va frapper s'ils ne frappent pas, ils perdent la face. Parce que frapper des hauts dignitaires, des gardiens de la révolution en territoire syrien, ce n'est pas équivalent, même si effectivement du point de vue du droit international, ils ont frappé le territoire iranien en frappant le consulat, ce n'est pas équivalent à frapper le territoire véritablement iranien, alors que là, les Iraniens ont frappé le territoire israélien. Tout à Donc fait. pour Non, et puis, l'instant, voilà. puis si l'Iran n'avait pas réagi, la prochaine étape aurait été une frappe israélienne à Téhéran. Pourquoi Oui, pas? Je veux dire, il n'y a pas de oui. limite. Bah, Si on n'établit pas des limites, eh ben, mais les c'est autres les ça, parce que proscrivent naturellement. faut se souvenir que les Iraniens, par exemple, quand non pas les Iraniens, quand les Irakiens ont fait fabriquer la centrale nucléaire aux Irak par les Français, les Israéliens ont On frappé la bombardait. centrale irakienne en territoire irakien. Donc les Israéliens, si on ne les arrête pas, je veux dire, si on ne met pas des limites, ils n'en ont aucune. Tout à fait. Aucune. Et déjà, rappelons qu'il y a des opérations menées par le Mossad sur le territoire iranien pour tuer des scientifiques, des Oui. ingénieurs, avec la célèbre moto et avec une mitraillette. Donc, ils le font de manière clandestine, mais de Oui. manière franche et ouverte. Désormais, il y a une ligne rouge et qu'il y aura une riposte immédiatement. Alors, Oui. on parlait de l'irrationalité de certains pro-israéliens ou de certains esprits wahhabisés. Parlons maintenant de l'irrationalité de l'élite israélienne et des élites occidentales. Car effectivement, quand on fait de la géopolitique, on part d'un postulat de base que l'on trouve dans tout le courant réaliste, mais pas uniquement, c'est que les États sont des agents rationnels, qu'ils ont des intérêts bien compris qu'ils entendent défendre. Ils peuvent se tromper dans leur manière de les défendre, mais ils les définissent de manière rationnelle. Et comme le disait Nietzsche, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Et la froideur renvoie à la rationalité calculatrice. Mais là, on se retrouve avec des logiciels qui quittent le champ de la rationalité, en tout cas tel qu'on la comprend dans le champ de la modernité, pour entrer peut-être dans un autre type de rationalité, de type eschatologique ou religieuse, qui fausse en réalité toutes les lectures que l'on peut faire à partir des grilles géopolitiques contemporaines. Alors que peut-on dire par rapport à cela et comment appréhender cette nouvelle donne, qui est nouvelle en réalité. Durant toute la guerre froide, il y avait une rationalité de part et d'autre. Oui, alors pour le cas israélien, euh, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement israélien actuel est un gouvernement composé de fanatiques messianiques juifs. Donc des gens qui veulent, par exemple, détruire les deux mosquées de l'esplanade des mosquées, la mosquée Al-Aqsa
et construire le troisième temple. Il y a un projet avec un institut du temple, créé d'ailleurs en 1987, avec par exemple le ministre de la Sécurité intérieure, Ben Gvir, est un ami proche des rabbins de l'Institut du Temple. Et, et d'ailleurs, c'est lui qui gère qui est responsable du statu quo sur l'esplanade des mosquées, que les Juifs appellent le mont du Temple. Et quand Netanyahou et sa coalition de fanatiques ont gagné les élections, je crois que c'était en 2022, les rabbins de l'Institut du Temple sont venus embrasser Ben Gvir pour le féliciter. On a un gouvernement israélien qui qualifie, on l'a déjà dit, les Gazaouis, les Palestiniens en général, d'animaux humains. On a un Premier ministre Netanyahou qui nous dit qu'ils sont en train de réaliser des prophéties d'Ésaïe. Donc la dimension génocidaire, l'épuration ethnique, le génocide, l'expansion territoriale et le projet de destruction des mosquées pour reconstruire le troisième temple, tout ça fait partie des fondements de la politique et de la géopolitique actuelle d'Israël. Les gens se rendent pas compte. Mais on a alors on nous parle là du régime des mollahs à longueur de journée. Mais je veux dire, en fait, on a un régime des rabbins fanatiques en Israël. Les Iraniens, on peut en penser ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut du chiisme, de la géopolitique iranienne, ce sont des gens rationnels, les dirigeants iraniens. Ils sont rationnels. D'ailleurs, même Hassan Nasrallah, quelqu'un de rationnel. Ils font pas n'importe quoi. Mais les dirigeants israéliens, même les Saoudiens sont rationnels, les dirigeants saoudiens. Mais les dirigeants israéliens sont irrationnels. C'est-à-dire que même les intérêts vitaux, disons, du peuple israélien viennent très loin après les objectifs messianiques d'Israël. Quand le lobby pro-israélien pousse les États-Unis à détruire l'Irak, la Syrie, le Liban, en fait tous les verrous qui entourent Israël, le lobby pro-israélien est très très efficace, il atteint ses objectifs, mais au final, c'est un objectif géopolitique certes, mais c'est un objectif biblique, puisque l'objectif final d'Israël depuis les débuts du sionisme jusqu'à nos jours, c'est d'établir un royaume d'Israël du Nil à l'Euphrate. Je rappelle que le Sanhédrin s'est reconstitué en 2004 en Israël, avec 70 rabbins. Ils se sont réunis en 2005 pour établir un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, il y a localiser l'autel du temple sur l'esplanade des mosquées, hein, savoir où est l'autel, et restaurer la monarchie davidique. Et ces gens-là ont une influence très importante sur le gouvernement israélien actuel et depuis une dizaine d'années. Et c'est pas seulement le gouvernement, c'est même dans la société. Charles Mandarin, d'ailleurs, dans mon prochain livre, je vais rapporter les statistiques, les sondages. On voit une montée en puissance dans toutes les sphères de la société des messianistes, y compris dans l'armée. Donc, Mais ça demeure quand même encore minoritaire. Alors, la vitesse de croissance est importante de cette composante-là, mais on ne peut pas dire qu'elle est majoritaire. Elle n'est pas majoritaire dans la société, elle n'est pas majoritaire. Mais dans les cercles de décision, elle est majoritaire. Dans le gouvernement actuel, elle est majoritaire. Ouais. Dans l'armée, elle n'est pas majoritaire, mais elle est très importante. Il y a déjà une dizaine d'années, 40% des officiers israéliens, on peut dire que ce sont des messianistes, mais ce sont des religieux. Et la proportion des orthodoxes et des officiers formés dans des écoles, disons, écoles militaires avec une influence juive religieuse est très importante. Il y a 10 ans, plus de 50% des Israéliens croyaient que l'arrivée de leur Messie était imminente. Oui, Donc, on n'est pas là, on parle pas d'une petite minorité de 1 ou 2%, non, on parle vraiment d'une minorité très importante. Et dans le gouvernement, c'est carrément devenu la majorité. Alors, en fait, il y a l'alliance de deux courants. Le courant révisionniste, en fait, c'est le Likoud, et le courant messianiste. Alors, les likoudniks ne sont pas forcément des religieux, mais ils partagent les mêmes objectifs que les religieux, en fait. Bon, je vais pas refaire l'histoire ici, dans mon prochain livre, je vais en parler. Mais depuis Menachem Begin surtout,
qui était le représentant du courant révisionniste, on a, comme le dit Charles Anderlin, une théologie laïque du Likoud, en tout cas chez Menachem Begin, qui est simplement la version laïque du messianisme juif sioniste. Donc on a des gens qui considèrent, un peu comme les évangélistes américains, que la rédemption ne peut advenir que après l'Armageddon, c'est-à-dire une grande guerre catastrophique. Je rappelle par exemple, pour passer du côté américain, qu'en 2003, lorsque ils ont lancé leur attaque ils allaient attaquer l'Irak, les Américains, George W. Bush a appelé Jacques Chirac pour lui dire, pour le convaincre d'accompagner les États-Unis en lui disant « c'est la guerre de Gog et Magog ». C'est la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog est dans la Bible hébraïque, dans l'Apocalypse de Jean, donc dans les évangiles, et dans le Coran. Gog et Magog sont des puissances eschatologiques. En tout cas, il y aura une guerre eschatologique impliquant Gog et Magog à la fin des temps. Donc, on a quand même... Il s'agit de peuplades barbares, tyranniques, sanguinaires. Ouais. Au nord du Proche-Orient. Mais on a quand même un président des États-Unis qui avance cet argument-là à Jacques Chirac pour le convaincre d'entrer dans une guerre au Proche-Orient. Donc, il y a effectivement une dimension irrationnelle, religieuse, messianique et eschatologique qu'il faut prendre en compte. Alors, le gouvernement actuel américain n'est pas... il n'y a pas d'évangélique. Bon, chez Trump, dans le gouvernement de Trump, il y avait son vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui étaient des évangéliques. D'ailleurs, Mike Pompeo avait été reçu à Jérusalem, et Netanyahou lui a montré, je crois qu'il y avait un rabbin de l'Institut du Temple, lui a montré la maquette du temple qu'il compte reconstruire sur le mont du Temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. Donc, c'est pas anecdotique. Ce sont pas simplement des fanatiques marginaux. Ce fanatisme religieux, il a atteint le sommet de l'État. Alors, aux États-Unis, c'est encore différent parce que les dirigeants actuels américains, Biden, etc., LGBTistes, wokistes, on peut se dire, bon, ils n'ont rien de religieux. Ils ne sont pas religieux, certes, mais il y a une dimension messianique là-dedans. Simplement, ce messianisme a une dimension nihiliste. C'est-à-dire que on n'est plus dans un messianisme, on n'est plus dans l'idée de l'époque de Theodore Roosevelt, de Wilson, que les États-Unis sont la nation messianique qui vont libérer le monde par le libéralisme. En gros, là, l'idée, c'est qu'ils vont libérer le monde grâce au wokisme, au LGBTisme. Donc, c'est une dimension antinomiste du messianisme. D'ailleurs, comme l'avait vu Schmitt il y a très longtemps, dans son livre Le Nomos de la Terre, il disait que les États-Unis étaient toujours j'utilise d'autres termes, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il dit, ils sont toujours messianiques, ils croient toujours qu'ils sont les élus qui vont apporter la rédemption au monde. Simplement, dans leur version chez les démocrates par exemple, dans la version laïque, il dit c'est encore plus grave parce que dans ce messianisme laïque, athée, il n'y a même plus Dieu auquel on doit obéir. C'est-à-dire qu'ils deviennent leur propre Dieu d'une certaine façon. Donc on a en fait aujourd'hui deux messianismes différents, de nature différente, un messianisme religieux juif en Israël et des messianismes aux États-Unis, alors qui s'alternent. On a les évangéliques d'un côté qui veulent l'Armageddon et les démocrates LGBTistes qui veulent instaurer le nihilisme à l'échelle mondiale. Mais là où ils se rejoignent, c'est qu'ils sont tous les deux, ou tous les trois, wokisme, évangélisme, judaïsme, messianisme juif, ils sont catastrophistes. C'est-à-dire qu'ils veulent nous amener à la catastrophe mondiale d'une façon ou d'une autre, par la guerre, par le nihilisme ou autre. Donc c'est une conjonction de messianisme destructeur. Alors, si je comprends bien, la rationalité, du moins du point de vue géopolitique, n'exclut pas par nature le facteur religieux. Elle peut même avoir
pour point de départ un messianisme, comme dans le cas de la naissance même des États-Unis avec la destinée manifeste et la projection biblique sur les populations amérindiennes, etc. Mais ça peut fonctionner sur la longue durée quand la rationalité religieuse compose avec le réel et avec les rapports de force objectifs, avec les contraintes et avec la nécessité d'établir un équilibre, etc. Le danger apparaît dès lors que la pensée magique s'émancipe des contraintes du réel pour se déployer de manière accélérée et prétendre accélérer l'histoire vers l'objectif eschatologique voulu. Alors, on a effleuré cette libération magique de cette irrationalité au niveau des États-Unis après l'effondrement de l'Union soviétique. Parce que durant toute la guerre froide, le discours messianique américain qui a été sécularisé, qui parlait de progrès, de liberté, de libéralisme, de démocratie, devait composer avec l'équilibre de la terreur et avec le bloc soviétique. Mais cet état d'ivresse que procure un faux sentiment d'hégémonie et d'impunité s'est exprimé immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre en Irak, déjà les dernières années de l'Union soviétique, la guerre en Yougoslavie, on a vu ce déferlement et ce déchaînement de violence qui a fini par permettre à l'entourage de George Bush Jr. de prendre le pouvoir avec un discours ouvertement magique et messianique. Alors, du côté israélien, pareil, pendant très longtemps, on avait des rapports de force internes à la société israélienne qui faisaient que le discours messianique devait composer avec un discours plus rationnel de la gauche israélienne et qui faisait qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas au niveau du discours politique, des éléments de langage en voyant la Bible ou autre chose. Même si dans les faits, dans la pratique, on continuait la colonisation qui procède de cette logique messianique, mais qui était un peu retenue par les contraintes qui évoluent dans la région. Du côté iranien, et je vais revenir à Israël pour te laisser la parole, on a également une composante magique dans la pensée politique iranienne. Il y a également des radicaux ou des extrémistes religieux qui veulent accélérer le retour du Mahdi, de l'imam caché, et pareil, qui sont dans une logique de eschatologique, de la fin des temps, et qu'ils aimeraient bien voir advenir cet Armageddon, parce que chacun croit qu'il va être le gagnant à la fin de l'Armageddon. Mais la société iranienne étant complexe, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a également d'autres composantes de la société iranienne qui contrent cet élément-là. Donc il y a une composante, on dira pour faire vite, libérale iranienne, celle des grandes villes, des métropoles, qui plutôt regardent du côté cosmopolite, etc. Il y a une composante nationaliste qui est un peu allergique à ce discours ultra-religieux pour qui l'imaginaire iranien commence avec l'imam Ali, parce que pour les nationalistes, l'Iran, c'est 3000 ans d'histoire minimum. Donc ça ne commence pas avec l'islam, ça commence bien avant l'islam. Ouais. Donc il y a des rapports de force qui font que ça s'équilibre en interne. Alors en Israël, à quel moment il y a eu la bascule où on est passé intégralement dans une hégémonie de ce discours messianiste et qu'on s'est émancipé de la composante rationnelle de la société israélienne? Alors, en fait, ça s'est fait progressivement. Bon, comme j'ai dit, depuis une dizaine d'années, on a en Israël le gouvernement le plus fanatique de l'histoire sioniste. Fanatique sur le plan religieux. Mais la montée en puissance des religieux a commencé avec la guerre de 67. Quand il y a eu la guerre de 67 et la conquête de Jérusalem, Jérusalem-Est, Moshe Goren, qui était le général aumônier de Tsahal, qui avait été repéré par le premier grand rabbin ashkénaze de la Palestine mandataire, Avraham Isaac Cohen Cook, qui était le père, le représentant à l'intérieur du sionisme au XXe siècle du courant national religieux, eh bien, ce Moshe Goren, en 67, il avait accouru sur l'esplanade des mosquées et il avait insisté auprès du général de l'époque, dont j'ai oublié le nom, pour dynamiter la mosquée d'Al-Aqsa et reconstruire le temple. En disant, ça y est, c'est maintenant, il faut tout de suite la dynamiter, etc. Moshe Dayan s'y était opposé. Parce que lui, il disait, Moshe Dayan, bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans un Vatican juif? Il n'était absolument pas croyant, c'était un proche de Ben Gourion.
Et d'ailleurs, l'autorité militaire, le général à l'époque, avait dit à Moshe Goren, bon, si tu continues comme ça, je te Je mets te aux double arrêts. baffe. Je te mets aux arrêts, parce que l'autre était complètement fanatique. Et en fait, le courant national religieux, qui était là en fait depuis les débuts du sionisme, enfin, moi ma thèse c'est que le sionisme est d'origine messianique dès le départ. Il a connu une laïcisation au XIXe siècle, laïcisation qui s'est poursuivie tout au long du XXe siècle, bien sûr, enfin, ce courant laïque, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, et c'est là enfin, la plupart des historiens ne comprennent pas, c'est que quand vous débattez avec un sioniste athée, on va sur le terrain de la légitimité d'Israël, qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque pas le droit international. La Bible. Il invoque la Bible. Il D'accord. invoque la Bible. Parce que pour les religieux comme pour les non-religieux, sionistes, le cadastre, le livre qui sert de légitimité à la création de l'État d'Israël, c'est la Bible hébraïque. Donc en fait, on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du judaïsme, on ne sort pas de la Bible hébraïque quand on est dans le sionisme. Et j'en ai pour preuve les pères du sionisme laïque, sans même aller jusqu'à Herzl, même si chez Herzl, on a dans ses mémoires le, le futur État d'Israël du Nil à l'Euphrate. Le Nil à l'Euphrate, c'est pas laïque, hein. Le Nil à l'Euphrate, c'est la Torah, la Genèse, chapitre 15, verset 18, où il est dit que Dieu aurait promis à Abraham un État, enfin le territoire du Nil à l'Euphrate. Donc c'est le socle. Ben Gourion se référait à la Bible hébraïque. En 56, quand il conquiert le Sinaï, il envoie un message à ses troupes et dans son message, il se réfère à la Bible hébraïque, à Moïse et à Josué. Donc le socle du sionisme, c'est la Bible hébraïque, qu'on soit croyant ou pas. Et donc le courant national religieux est monté en puissance à partir de 67, notamment par son alliance avec les révisionnistes. En fait, l'alliance avec les révisionnistes commence à se mettre en place en 1947. En 1947, le rabbin Fishman, qui est le représentant du courant national religieux à l'agence juive, propose une alliance aux révisionnistes. Et le chef des révisionnistes à l'époque, c'était Menachem Begin, qui était un disciple de Jabotinsky. Menachem Begin, qui était à la tête du Bétar, à la tête de l'Irgun, qui a transformé l'Irgun, qui est une organisation terroriste, en parti politique, puis qui a créé une coalition des droites israéliennes en 73 qui va s'appeler le Likoud. Et lui, comme je l'ai dit, Menachem Begin va utiliser l'argument religieux, véritablement religieux, pas seulement dans une version comme Ben Gourion, genre utilitariste, non, véritablement, il parle de Dieu, etc., en disant que le partage de 47 est illégal. Alors lui, il dit pas que c'est illégal du point de vue du droit international, il dit que c'est illégal du point de vue de la Bible hébraïque, du point de vue du judaïsme, en disant non, non, on ne doit pas partager avec les Palestiniens, on veut tout. Nous. Et donc, on a cette alliance qui va se forger peu à peu et qui va s'installer. Et les likoudniks, enfin les révisionnistes et les religieux, vont marcher ensemble jusqu'à l'avènement du gouvernement de Netanyahou. Enfin, Netanyahou, c'est le représentant du révisionnisme, puisque son père, Benzion Netanyahou, était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Et à partir donc des années 2010, donc après 2010, Netanyahou va forger une succession d'alliances avec les mouvements messianistes. Et aujourd'hui, les messianistes plus puissants que jamais. Et il y a la dimension démographique, sociologique, effectivement, parce que la montée en puissance du messianisme juif, elle se fait au niveau politique parce elle s'installe au niveau sociologique. Et donc, la gauche israélienne va perdre peu à peu du terrain au profit de l'alliance révisionniste-messianiste. Mmh. Mais après, ne peut-on pas dire que cette dimension messianique est le propre de toute grande idéologie du XXe siècle? Parce que quand on voit le libéralisme et dans sa forme politique avec la Révolution française était
imprégné d'une dimension messianique. On le voit avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, avec toute la symbologie maçonnique qu'il y a autour, qu'il s'agisse du communisme également, qui est une forme d'idéologie sans Dieu, mais avec toute une démarche messianique et eschatologique, de la fin des temps, avec un communisme qui englobera toute la planète, etc. Et puis tout État nouvellement fondé ou fondé sous une nouvelle forme a toujours besoin d'un mythe fondateur, même si on n'y croit pas. Mais tant que le peuple y croit, c'est le plus important. Parce qu'effectivement, il faut se fonder des ancêtres imaginaires, glorieux, c'est le propre de tous les grands peuples. Mis à part un seul peuple dans l'histoire qui se faisait pas trop d'illusions sur leurs propres ancêtres, c'est les Romains. Puisque les Romains admettaient volontiers que Romulus et Rémus étaient deux brigands et qu'ils ont été élevés par une prostituée. Parce que je rappelle que la louve, dans le vocabulaire romain de l'époque, renvoyait à la prostituée. Donc c'était le seul peuple à ne pas se faire trop d'illusions par rapport à cela. Mais ne peut-on pas dire qu'au fait, on est dans une logique de décalage ou d'asynchronie paradigmatique? C'est-à-dire qu'on a trois humanités qui coïncident. On a d'un côté le monde, entre guillemets, oriental, je vais le qualifier comme ça, qui est dans une forme d'archéomodernité, pour reprendre Dugin. C'est-à-dire qui est piégé dans un schéma hybride où en même temps il est enraciné relativement dans sa tradition et en même temps il est obligé d'adhérer à certains fétiches de la modernité. Deuxième humanité, on a le monde moderne, rationnel, cartésien, l'État-nation, les frontières. Et là, je ne parle pas de l'Occident. Je parle davantage de pays comme la Chine, comme la Russie, etc., qui sont porteurs de la rationalité qui était celle de l'Occident il y a 40 ou 50 ans. Et enfin, on a une troisième humanité, c'est le monde occidental, qui a quitté le champ de la rationalité et de la modernité et qui est entré dans le monde liquide de la postmodernité. Le monde des simulacres, le monde des fantasmes, le monde de la déconstruction, le monde où on peut faire fi, on peut faire l'économie de la réalité, puisque l'idée s'émancipe de son substrat matériel, puisque le corps ne veut plus rien dire par rapport à la question du genre. Et bien pareil, la réalité géopolitique ne va pas me dicter mes idées et ce que je veux défendre. Et donc, au fait, on a une incapacité de dialogue entre ces trois humanités, puisqu'elles ne procèdent pas du même paradigme en réalité. On est dans une logique de glissement. Et que Israël, c'est au fait une forme d'aberration, un cas très particulier qui n'est pas archéomoderne, qui n'est pas moderne et qui n'est pas postmoderne, qui est un peu le voyageur clandestin, qui sait parler aux trois et qui sait manipuler les trois et jouer avec les trois. Bah écoute, c'est très bien vu. Et en fait, pour revenir donc sur le messianisme juif, c'est que le messianisme juif peut parler aux trois parce qu'il est passé par toutes les phases. C'est-à-dire que le messianisme juif, là qu'on voit actuellement en Israël, c'est un messianisme qui revient aux sources, véritablement religieux, et voilà, le temple, les sacrifices, la restauration de la monarchie davidique. Mais avant de revenir à cela, il est passé par toutes les phases. Et d'ailleurs, il a alimenté les autres messianismes, puisque quand on parle du communisme, par exemple, un certain socialisme, ou même le républicanisme ou le libéralisme, ce qu'ils ont en commun avec le messianisme juif, c'est un double mouvement, très souvent, notamment dans le communisme. C'est un mouvement dialectique entre la restauration d'un Éden perdu et l'instauration d'une utopie qu'on n'a jamais connue, de quelque chose de nouveau. On a ça dans le marxisme, c'est-à-dire que par exemple dans le marxisme, il y a l'idée de restaurer un Éden pré-capitaliste, mais d'instaurer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais connu, à savoir la dictature du prolétariat. C'est les deux. Et dans le libéralisme, j'ai l'impression que la dimension restauratrice est beaucoup moins présente, voire absente. Mais il y a l'idée. Il y a quand même le mythe du bon sauvage, de retrouver l'humanité première. Oui, effectivement. Oui. Alors là, ça peut renvoyer à Rousseau, par exemple. Oui, pas Hobbes en voilà. tout cas. Pas Hobbes, parce que chez Hobbes ou chez Hegel, donc après Hobbes, il y a l'idée que le sauvage, il est pas bon. Ouais. Et l'état de nature, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. De ce point de vue-là, je serais plus hobbesien et hegelien on est d'accord. que rousseauiste. Donc, surtout pas restaurer l'Éden. Il y a cette idée-là.
Mais donc, Et puis leur imaginaire nomade qui les prédispose à la postmodernité. Là, ça envoie à Thalie, à l'État-nation qui serait un hôtel, au cosmopolitisme, ouais, c'est qui au ça. fait est précurseur de la postmodernité. Ouais, mais et ce qui est, et là, il y a une contradiction, mais qui peut se résoudre, c'est que il y a dans le messianisme juif et qui va alimenter un libéralisme sorosien, dont parle très bien Pierre-Antoine Plaquevent, et un sionisme à la Netanyahou. Donc on se dit, mais les deux sont en contradiction. C'est vrai que Mm. Soros, lui, il est pas très, il n'est pas partant pour revenir à un État tribal tel que tel qu'Israël. Mais tu trouves toujours une synthèse, c'est-à-dire Jacques Mhm. Attali ou Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire l'arasement de toutes les nations, sauf Israël. Oui, Donc se la société, revendiquer de l'universel tout en se revendiquant de la tribu, voilà, donc la société ouverte pour toute l'humanité, mais pas sauf pour nous. et c'est pour ça qu'Attali dit il faudra un gouvernement mondial avec comme capitale Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. un monde dépourvu d'État, Mhm. de frontières, etc., mais avec comme capitale Jérusalem en Israël, qui lui est un État, nation, avec soi-disant des frontières, enfin les frontières bibliques. Donc on peut retrouver des synthèses. Donc effectivement, le messianisme juif, les juifs peuvent parler à tous les autres courants parce que il y a des juifs laïcs, messianistes, pour l'État, des conservateurs, des LGBTistes, parce que Mhm. le judaïsme réformé, tout comme une forme du protestantisme, a accouché des théories LGBT et donc du wokisme. Donc c'est le messianisme juif est polymorphe parce qu'il y a un extrémisme dans le messianisme juif qui est rejeté par l'orthodoxie, qui existe quand même, c'est le mouvement sabbatéo-franquiste. Alors, il a disparu, mais il a fait des enfants. Et Mhm. la théorie du LGBTisme, on le trouve dans la Kabbale, qui va alimenter le sabbato-franquisme et qui va alimenter le judaïsme réformé, avec des rabbins femmes, des rabbins transsexuels, etc. Donc, le messianisme, quelle que soit sa forme, est extrêmement dangereux. Je citerai une phrase de Gershom Scholem, qui est le plus grand historien du judaïsme au XXe siècle. Donc, il disait le 14 août 1980, chaque fois qu'on introduit le messianisme en politique, les choses se gâtent. Cela ne peut mener qu'à la catastrophe. Il dit que ça peut mener qu'à la catastrophe parce que le messianisme juif est catastrophiste, puisque la rédemption, les temps messianiques, ne peuvent advenir qu'après une suite de catastrophes. Donc si on est un messianiste actif, comme les dirigeants israéliens, mais pas seulement eux, euh, on va vouloir provoquer, par exemple, l'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, la destruction universelle, Mhm. parce que c'est une des conditions, c'est un préalable à la rédemption. Donc il y a une dimension catastrophiste et même une dimension suicidaire dans le sionisme, qu'on retrouve chez Mhm. Jabotinsky, par exemple. Il faut savoir que jusqu'à une période récente, les officiers de Tsahal prêtaient serment à Masada, qui avait été un lieu de massacre et Massacre par les Romains, ouais. de suicide des Judéens. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça, De euh, sadomaso. ouais, ouais, de suicidaire dans le sionisme. Hmm. Alors, dernier élément, faut-il repenser notre manière d'appréhender la géopolitique pour l'époque contemporaine, sachant que, en général, la plupart des géopolitologues intègrent la dimension religieuse tout simplement comme une couche supplémentaire parmi tant d'autres couches, à la limite une couche optionnelle qui permet d'ajouter un peu de folklore à la grille de lecture. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que une mauvaise compréhension ou une ignorance de ces logiciels messianiques fait qu'on ne peut tout simplement pas comprendre l'époque contemporaine et ce qui se trame au niveau géopolitique entre les nations. Donc faut-il revoir ou peut-être même repenser le réalisme en l'actualisant à travers cette approche-là. Alors moi, Sachant c'est... que Huntington, on peut lui reprocher beaucoup de choses, Mm, mais il a également dit plein de choses intelligentes. Il y a deux touches chez Huntington. mm, Il a été quand même précurseur, alors de manière orientée, de manière intéressée, de manière peut-être déformée, mais quand même, ce fut l'un des premiers après la fin de l'Union soviétique à avoir mis en garde tous les adeptes de Fukuyama qui avaient jeté dans la poubelle toute la dimension spirituelle en disant non, ça va être une composante centrale de la géopolitique de demain.
Et en cela, peut-être est-il un précurseur, peut-être maladroit, mais un précurseur intéressant. Alors concernant Huntington, lui, il développe une géopolitique culturaliste et civilisationnelle. Et en fait, je dirais que c'est un précurseur dans la période post-soviétique, Oui, mais en fait, il s'enracine dans une tradition intellectuelle qui le précède. Et moi, je pense qu'il a été beaucoup influencé par Arnold Toynbee, qui était oui, mais qui a un- comment, pardon, bon, je vais y revenir après. non. Mais parce que Arnold Toynbee, au-delà de son travail d'historien, parce que c'est un historien des civilisations, il a commencé à construire une ébauche d'analyse géopolitique à partir de la grille civilisationnelle. Et d'ailleurs, même le terme de choc des civilisations vient d'Arnold Toynbee. Oui, Simplement, il a été déformé d'abord par Bernard Lewis et ensuite il a été déformé par Samuel Huntington. Mais la grille de Samuel Huntington n'est pas totalement mauvaise, au contraire, parce que sa grille d'analyse culturaliste et civilisationnelle a permis d'anticiper un certain nombre d'événements, surtout par exemple la guerre en Ukraine. Mais ce que je lui reproche, c'est d'être exclusiviste, parce que lui, il rejetait complètement la géopolitique réaliste, alors que ce que je pense, c'est qu'il faut combiner les deux. les Voilà. deux, oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour ce qui est de ta question, par rapport au messianisme et à la dimension religieuse dans la géopolitique, moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis mes débuts, depuis une dizaine d'années, d'intégrer cette dimension. Alors, la différence avec Huntington, je dirais que moi, j'essaie de montrer qu'il y a une dimension religieuse dans les mouvements historiques et que la religion peut être surtout quand il s'agit du messianisme actif, un moteur puissant et un perturbateur très puissant dans le domaine du politique et dans le domaine de la géopolitique. Et en tant que tel, il faut l'intégrer comme donnée. Et donc, moi, je suis plutôt un réaliste, mais un réaliste qui essaie de prendre en compte la totalité de la réalité. Et la religion fait partie de la réalité, qu'on soit croyant ou pas. Quand on a affaire à des États qui se considèrent comme des messies collectifs, que ce soit les États-Unis ou que ce soit Israël, c'est une donnée extrêmement importante qui va déterminer leur politique, leur géopolitique, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On peut pas, je veux dire, le problème de certains analystes athées, c'est que euh, ils refusent la religion pour eux, mais ils la refusent aussi en tant que grille d'analyse, ce qui est une erreur en fait méthodologique et un rejet du, du réalisme. Alors moi, pendant des années, effectivement, j'ai été considéré comme quelqu'un qui était obsédé par la religion et par le messianisme. Alors j'ai jamais fait de cette grille-là une grille exclusive. J'ai toujours Tout à fait. intégré dans mes analyses des dimensions géopolitiques, froides, réalistes, etc. Je veux dire, Et puis anthropologique, démographique, oui, bien de sûr, ouais. j'utilise tout ce que je peux, tout ce que je peux Bah oui, trouver, tout ce que j'ai sous la main. Simplement, je dis que dans la séquence que nous vivons, la dimension messianique est très importante et parfois même prépondérante. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et disons que l'histoire, enfin les événements récents ont validé cette approche géopolitique, ils ont validé un certain nombre de mes analyses, et je dirais que j'ai pas besoin de forcer les gens à adopter cette grille. Elle s'impose d'elle-même de plus en plus. Et même des gens qui, je citerai pas de nom, mais des gens qui rejetaient cette dimension-là, balayée d'un revers de main, maintenant utilisent le terme messianisme quand ils parlent de politique et de géopolitique. Donc les choses se font toutes seules. tout à fait. Et puis dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les périodes d'interrègne ou de déclin ou de transition majeure au niveau civilisationnel s'accompagnent de délires et de fièvre messianique. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la fin d'une hégémonie, d'un règne, avec une période de transition douloureuse et qui est propice à ce type de messianisme. Et quand je parle de période de fin de règne, ça ne commence pas à partir de 2022 ou de 2014, mais bien avant, et qui aujourd'hui atteint son paroxysme. Et donc si aujourd'hui on n'intègre pas ces dimensions, pourquoi je dis tout ça? Parce que beaucoup te reprochent, effectivement, tu le rappelais, bah, au fait, lui, il parle des kabbalistes en Espagne du XVe siècle, alors que nous, on parle de géopolitique en 2024. Mais au fait, c'est ne rien comprendre à la géopolitique 2024 si on ne remonte pas aux racines du logiciel messianique qui dicte la géopolitique actuelle, autant au niveau israélien qu'au niveau américain, etc. Et à aucun moment, tu n'avais dit que ça serait la seule grille de lecture. Effectivement, c'est un éclairage.
supplémentaire et indispensable qui doit être combiné aux autres grilles de lecture connues de la géopolitique qui procèdent de l'école réaliste. Donc c'est bien de le rappeler. Et ce qu'il faut rappeler à ces gens-là, enfin, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ne m'ont pas lu. Parce que Hein. quand ils disent je parle des kabbalistes, enfin, j'ai pas, j'ai écrit 10 livres, là, j'ai terminé le Mmh. 11e, j'ai pas écrit 11 livres sur les kabbalistes du 14e siècle. Je veux dire, j'ai écrit sur la géopolitique. Dès mon premier livre, d'ailleurs, les origines messianiques du sionisme, il y a toute une partie, il y a 2 chapitres entiers sur l'histoire géopolitique du sionisme au 19e siècle et la géopolitique du sionisme au début du 20e siècle. J'ai publié chez Contre-Culture en 2019 un livre de géopolitique pure de 350 pages qui reprend mes articles de géopolitique. Je sais pas, j'en ai écrit peut-être une centaine. Donc Et puis je les traite États-Unis beaucoup. contre l'Europe Oui, également, la guerre c'est des États contre voilà, l'Europe, j'ai écrit beaucoup sur la réalité actuelle. Mais les gens qui me reprochent ça sont en général des gens malhonnêtes qui ne lisent pas du tout. qui veulent t'enfermer. Eux, ils veulent Et m'enfermer au XIVe siècle. voilà. Effendi, merci infiniment. Toujours un Merci à toi, plaisir Rachida d'échanger Hachichi. avec toi et on se donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Inch'Allah. À très bientôt.